Voilà, donc bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire donc sur la gestion de crise qui sera animé par Monsieur Alexandre Desmar de DAP-City et qui sera accompagné aussi d'un témoignage donc, de Monsieur Jérôme Louis de Virtua Networks. Voilà, donc ce webinaire organisé par l'Usinerie Partners est aussi organisé en partenariat avec la Caisse d'épargne Bourgogne-Franche-Comté, que nous remercions, et est aussi rendu possible par le soutien du Grand Chalon et de la région Bourgogne-Franche-Comté. Donc moi, je suis Anne-Sophie Lelièvre, donc responsable communication au sein de l'Usinerie Partners, dont la mission est d'accompagner les entreprises industrielles dans leur transformation numérique et digitale. Donc c'est dans ce contexte qu'on organise régulièrement des événements, donc comme ces masterclass de l'entrepreneuriat, mais aussi tout au long de l'année, par exemple, des conférences industrie et technologie. Voilà, donc avant de laisser la parole à Alexandre Desmar donc pour rentrer dans le vif du sujet, je vais vous présenter en quelques mots le projet de l'usinerie. Donc l'usinerie, c'est un projet qui est initié par le Grand Chalon et soutenu par la région Bourgogne-Franche-Comté. Et donc qui va réunir trois coporteurs, donc l'Usinerie Partners, mais aussi donc le CNAM de Chalon-sur-Saône et l'Institut Image des Arts et Métiers. Donc l'ambition de ce lieu, donc, qui fera 4000 m², est de devenir un haut lieu d'innovation et d'expertise autour de l'industrie 4.0. Donc là, le projet va vraiment se voir concrétisé au cours de l'année 2022, donc avec l'inauguration des travaux, donc qui sont encore en cours, mais qui vont se terminer dans l'année. Voilà, donc pour en savoir plus sur le projet de l'usinerie, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Donc nous avons notamment une page Twitter, une page LinkedIn, et aussi une chaîne YouTube, donc sur laquelle vous retrouverez les replays de nos événements, mais aussi par exemple donc, une vidéo de présentation du projet de l'usinerie. Et n'hésitez pas non plus à nous contacter pour toute question. Voilà, donc je remercie Alexandre Desmar, à qui je vais laisser la parole, donc, qui est gérant de l'agence DAP-City, et aussi à Monsieur Jérôme Louis de Virtua Networks, donc qui vont animer cette présentation, ce webinaire sur comment gérer son activité en temps de crise. Voilà, merci à vous et puis bon webinaire. Alors tout au long du webinaire, n'hésitez surtout pas à poser vos questions dans le chat. Les questions seront traitées à la fin de la présentation. Voilà, je vous laisse entre de bonnes mains. Merci pour la présentation. Alors, je vais partager mon écran. Alors, je me présente, je suis Alexandre de DAP-City, PDG de DAP-City. Donc, chez DAP-City, on a pour objectif d'accompagner les entreprises dans la transformation numérique et surtout particulièrement dans la gestion des données. Donc, on est DPO pour plusieurs entreprises, on fait de l'accompagnement RGPD, des formations RGPD, on fait aussi de la cybersécurité, du PCA, plan de continuité d'activité, et on y reviendra, on va en parler pendant cette petite masterclass. Donc le sujet d'aujourd'hui, c'est comment gérer une situation de crise. Alors, on a tendance à dire chez nous que le meilleur moyen de gérer une situation de crise, c'est de ne pas s'y retrouver. Alors, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire. Il y a un autre moyen, et c'est là où c'est le sujet de cette masterclass. Et l'autre moyen, je vais vous l'illustrer. Alors, ici, c'est un sport de combat, c'est du jiu-jitsu brésilien, au grappling, hein, parce qu'on le fait en gi et en no-gi, pour ceux qui connaissent. Et là, en kimono noir, c'est moi. En kimono blanc, c'est ce qu'on appelle communément dans ce sport notre maître. Donc là, grande leçon d'humilité pour moi. Je me retrouve dans une situation assez délicate, assez complexe. N'importe quelle personne se retrouvant dans cette situation appellerait ça une situation de crise, parce qu'il ne saurait pas vraiment comment se sortir de cette situation. Et c'est à ce moment-là où, en général, on panique. L'avantage, en fait, c'est que j'ai un peu plus de 10 ans de pratique dans ce sport.
Et là, je suis plutôt en situation d'urgence. C'est-à-dire que je suis dans une situation où j'aimerais ne pas me retrouver, normalement, sauf que je suis préparé pour cette situation. Et c'est tout le sujet d'une gestion de crise. Donc, comment gérer cette gestion de crise? C'est se préparer. Alors, deux petits exemples que tout le monde connaît très très bien de gestion de crise qui aujourd'hui, tout le monde est préparé pour ça. C'est par exemple le plan d'évacuation pour l'incendie. Aujourd'hui, il y a des obligations, il y a des méthodes, on va dire, pour pouvoir gérer un incendie. Il faut juste imaginer que si vous n'aviez pas de plan, en cas d'incendie, eh bien, ce serait la panique. On ne saurait pas qui prévenir, on ne saurait pas comment faire, on ne saurait pas comment évacuer les locaux, etc. Et c'est en vue de répondre à ce genre de situation de crise qu'ont été mis des obligations légales pour certains bâtiments avec des extincteurs, avec un système automatique, avec des alarmes, avec tout ça. Il y a la même chose pour la vidéosurveillance. Alors, dans un contexte un peu différent, mais on va imaginer une vidéosurveillance pour du vol ou de la dégradation. On est là, en fait, pour gérer une situation, transformer une situation de crise en situation d'urgence. Ça n'empêche pas le problème, en fait. Ça nous permet juste, tout simplement, de transformer une situation inconnue en situation connue. Les différentes situations de crise qu'on connaît tous aujourd'hui, la situation sanitaire. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une norme ISO qui définit quelques situations de crise et qui existe depuis des dizaines d'années et qui prévoyait déjà dans les situations de crise les situations, par exemple, sanitaires, financières, les cybermenaces, les situations de crise liées aux ressources humaines ou à des défauts matériels ou outils. Alors, il n'y a pas que ça, on va le voir juste après. Et cette norme ISO, qui nous permet de manager la continuité d'activité, le fameux PCA, qui est lié à cette norme ISO, c'est la 22301. Alors, quand on parle ISO, en général, on parle énormément de process, on parle de quelque chose de très réglementé. Ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que l'ISO, à la base, c'est un outil. C'est un peu comme, et on en parlera un petit peu après, le RGPD. Le RGPD peut paraître très réglementé, et en fait, c'est juste un outil de travail. Donc, pour des petites structures, on n'est pas obligé de pousser la réglementation au maximum, on n'est pas obligé de pousser le process et la norme à son maximum, mais au moins s'inspirer des outils de manière à mieux gérer son activité. Cette norme ISO nous permet une chose, c'est de différencier la gestion de crise de la gestion d'urgence. Et ça, c'est un point qui est ultra important. C'est-à-dire que la situation de crise, c'est réellement être dans une situation inconnue. La situation d'urgence, on a un plan. Alors, ça ne veut pas dire qu'on peut parer à toutes les situations en les transformant en situation d'urgence, mais en tout cas, avoir un plan, ça rassure, ça permet, on va le voir, mais tout est lié aux ressources humaines la plupart du temps, et ça permet en fait de mener à bien, on va dire, une reprise d'activité. Pour pas parler du plan de reprise d'activité, on verra, on le définira tout à l'heure. L'objectif réel, c'est vraiment de se préparer pour transformer la situation. Le premier outil que je vais vous proposer, je vais vous en proposer deux, qui sont complémentaires l'un de l'autre. Le premier outil, c'est vraiment l'outil de base que tout le monde peut mettre en place sans réellement prendre beaucoup de temps. C'est la cartographie de l'activité. Alors, il ne faut pas faire une cartographie juste pour faire du PCA, du plan de continuité d'activité, ou juste pour préparer une gestion de crise. L'objectif de la cartographie de l'activité, c'est de pouvoir déjà bien gérer sa conformité au RGPD. Alors, quand je dis ça, on va parler gestion de crise et RGPD, donc ça paraît peu productif. Mais en fait, ce qu'il faut voir, c'est que dans ces fiches d'activité, on va en parler juste après, on va pouvoir aussi visualiser les capacités, les possibilités de développement numérique de l'entreprise. Alors, ça, on pourra y revenir éventuellement dans les questions-réponses. Là, le sujet d'aujourd'hui, c'est vraiment la gestion de crise. Ces fiches d'activité vous permettent d'avoir une vision globale de votre activité. Et à partir du moment où vous n'avez pas de vision globale de votre activité, il est impossible, réellement impossible, de préparer une situation de crise et de la transformer en situation d'urgence et de préparer un bon plan. Dans une fiche d'activité, voilà toutes les informations qu'il va falloir retrouver. Alors,
Les deux parties en violette, base légale et personnes concernées, catégorie de données traitées, pour ceux qui ont fait un peu de RGPD, vous allez voir que ça correspond réellement à du RGPD. On peut s'en passer en gestion de crise, alors avec des gros guillemets, parce que si on veut être conforme au RGPD, de toute façon, on ne peut pas s'en passer, vous allez voir pourquoi. Mais pour préparer un plan, on va dire qu'au démarrage, on peut éventuellement s'en passer. Par contre, on ne peut pas se passer des activités, de chaque objectif, de chaque activité, des services qui sont concernés en interne et des services qui sont concernés en externe. Donc les activités, je vous ai mis quelques exemples, administration du personnel, marketing, client, prospection. Pour ceux qui font un peu de RGPD, on voit bien que les fiches d'activité sont exactement les mêmes, basées sur les mêmes principes, les mêmes process. Et dans chaque activité, fiche d'activité, on va définir des objectifs. C'est-à-dire pour l'administration du personnel, par exemple, l'objectif, c'est la gestion du bulletin de salaire et aussi du versement de la paye, la déclaration sociale nominative, la gestion du temps de présence, etc. Et on peut avoir beaucoup d'objectifs comme ça qui sont liés qu'à une seule fiche d'activité. Ensuite, il y a les services internes. Quels sont les services internes qui agissent sur cette activité, qui ont des tâches en fait régulières sur cette activité? Et les services externes, appelés aussi sous-traitants de traitement dans le RGPD, mais là on va le prendre dans un sens beaucoup plus large. Et dans ces sous-traitants de traitement ou services externes, on va y inclure aussi tous les outils et notamment surtout les outils numériques qui sont en ligne. Parce que si les outils, vous les avez installés sur votre ordinateur, eh bien la gestion en fait de l'activité se fait en interne. Par contre, si c'est un outil que vous utilisez en ligne, eh bien, il y a une gestion de l'activité qui va être dépendant de l'accessibilité de cet outil et l'accessibilité aussi des données que vous avez hébergées sur cet outil et qui sont certainement sur un serveur quelque part en France, faut l'espérer. Une fois que vous avez fait ça, on peut s'apercevoir dans 100% des cas, alors je vais dire 99,9% pour histoire de ne pas dire que je suis sûr à 100%, mais dans la plupart des cas, on va s'apercevoir que tout est lié aux ressources humaines en priorité. Chaque activité, si vous retirez les ressources humaines, en général, il ne se passe pas grand-chose. Ensuite, on va voir que le deuxième point sur lequel il va falloir s'attarder, c'est la communication. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a nos ressources humaines, eh bien, on va communiquer. Et ensuite, il y a les outils. Alors, les outils de communication, d'une part, mais aussi les outils de gestion et de traitement des activités. Donc ça, ce sont vraiment les 3 points clés. Souvent, lorsqu'on commence à vouloir faire une gestion de crise ou du PCA ou du RGPD, peu importe ce qu'on veut faire, ou même du développement numérique, on va penser produits, clients, services et éventuellement outils. La première chose qu'il faut penser, c'est ressources humaines. D'où le fait qu'une certaine sensibilisation va être importante et on y reviendra. L'objectif, via ces fiches d'activité, donc vous avez compris, on a mis en place des fiches d'activité, on a bien identifié les ressources humaines qui étaient concernées, on a identifié le protocole, on va dire, le process de communication lié à ces fiches et les outils. Il va falloir s'assurer pour avoir un flux le plus... Alors, on va parler ici de flux, mais en fait, c'est l'activité en tant que telle. Pour qu'elle soit la plus fluide possible, il va falloir s'assurer que seules les personnes concernées agissent sur les fiches d'activité. Alors ça, j'ai un petit exemple à vous donner. J'ai travaillé pour un organisme sur la mise en conformité au RGPD. Et dans chacune des fiches d'activité, donc il y en avait à peu près une trentaine, en général, une entreprise classique va tourner entre 15 et 30 fiches d'activité. Et là, il y avait une trentaine de fiches d'activité et leur service administratif était présent dans toutes les fiches, la totalité des fiches. Sauf que ce service administratif était représenté par une seule et unique personne qu'ils appelaient chez eux communément secrétaire. En fait, il faut savoir que ça posait deux problèmes, mais qui n'étaient pas identifiés jusqu'ici. Le premier problème, c'est que cette personne, déjà, il a fallu que, quand j'audite l'organisme, que je l'interviewe dans tous les cas, sur toutes les fiches. Et la première chose dont on s'est aperçu, c'est que cette personne avait quand même une certaine pression journalière, même si elle s'en apercevait pas, personne s'en apercevait. Elle n'avait pas besoin de faire d'heures supplémentaires, elle n'avait pas besoin en fait de faire plus d'heures que nécessaire. Il n'y avait pas de souci là-dessus. Par contre, elle changeait de tâche très très régulièrement. Et ça, en termes de management, on sait que ça ajoute un peu de pression. Donc ça, c'est la première problématique.
La deuxième problématique, c'est que, en fait, dans l'entreprise, personne ne pouvait se passer de ce service administratif. Donc, il a fallu réorganiser un petit peu le flux pour que cette personne n'agisse que réellement sur les activités qui la concernaient. Alors déjà, pour la décharger un petit peu moralement, et ça permet d'être un peu plus serein dans l'activité, non seulement pour les ressources humaines, mais en plus pour l'entreprise. Et deuxièmement, eh bien, ça a permis de préparer l'entreprise à une éventuelle gestion de crise si jamais la personne, imaginons le service administratif, la dénommée secrétaire est absente une journée, autant dire que avant de réorganiser le flux, il était réellement impossible de faire tourner l'entreprise. Il faut aussi s'assurer qu'une information passe seulement là où elle doit passer. Alors ça, c'est un tout petit peu plus compliqué, mais il faut surtout pas qu'une information passe par une autre personne, soit communiquée par un autre canal, ou passe dans un autre outil qui n'est pas strictement utile. Donc, dans le sens du RGPD, on appelle ça la minimisation. Mais c'est vraiment essentiel de comprendre que si une information va être divulguée à une personne qui n'est pas réellement concernée et qui n'a pas forcément d'impact, eh bien forcément on complexifie le système. Donc lorsqu'il va falloir pour vous gérer une situation de crise, eh bien ça va être encore plus complexe. L'exemple typique que je donne, c'est lorsqu'il y a une réunion sur un projet ou quoi que ce soit, il faut que pendant cette réunion, seules les personnes qui peuvent agir sur les différents points clés de la réunion soient là. Imaginons que la direction soit présente à toutes les directions, toutes les réunions, pardon, et donne son avis un peu sur tout. En fait, ça ralentit l'activité de l'entreprise. Je sais qu'en général, la direction a envie de participer à toutes les réunions, mais en général, je le déconseille. Une donnée doit être enregistrée dans le minimum d'outils, donc ça revient un petit peu au système de l'information. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir tester les fiches. Et ça, c'est réellement l'objectif final du premier outil. Une fois qu'on a toutes les fiches et qu'on s'est assuré qu'il y a le minimum de personnes concernées dans chaque fiche, il y a le minimum d'informations qui transitent dans chaque fiche, eh bien, on va s'amuser à retirer des composants de cette fiche d'activité. Par exemple, on va retirer une personne, un service. Et on va se dire, ben, qu'est-ce qui se passe si je retire cette personne ou je retire ce service? Qu'est-ce qui se passe si je retire cet outil? Et on va essayer d'imaginer, de simuler, hein, vous ne le faites pas en vrai, on va simuler l'activité de l'entreprise, et on a pour 10 à 15 minutes à imaginer ce qui pourrait se passer si on retire un outil ou une personne, etc. L'objectif, c'est de se dire que si on retire un outil ou une personne et que ça change strictement rien à l'activité, c'est qu'on n'a pas besoin de cet outil ou de cette personne dans cette fiche d'activité. Attention, je ne dis pas qu'on n'a pas besoin de la personne dans l'activité de l'entreprise, mais dans cette fiche d'activité. Et ça, c'est un point assez important. Ça veut dire que avant de créer un plan de continuité d'activité, avant de gérer une situation de crise, il faut s'assurer que toutes les personnes qui sont concernées par une activité sont dans les fiches d'activité et que les personnes qui ne sont pas concernées ne sont pas dedans. Pareil pour les outils. On voit souvent hein, des outils. Alors l'exemple typique que j'ai dans certaines entreprises, c'est l'activité commerciale. Le commercial a des informations sur son téléphone, a des informations sur un fichier Excel, dans le CRM, tout est multiplié, toutes les informations sont multipliées. Ça, ce sont des outils. Et en général, quand on retire un des outils, eh bien, ça change pas grand-chose. Parce qu'en fait, il y en a d'autres. Hein. Il y a une certaine redondance dans les outils. Sauf que ça complexifie énormément le modèle. Donc, il faut vraiment réorganiser le flux pour simplifier le modèle au préalable avant de faire de la gestion de crise. Le deuxième outil, c'est le plan de continuité d'activité. Alors là, réellement, c'est le cœur de la norme ISO, mais on va vraiment passer de manière très soft, on va dire, sur l'outil. L'idée, c'est pas de faire quelque chose, enfin d'y passer des heures et des heures. L'idée, c'est d'avoir vraiment un aperçu global de l'outil pour pouvoir l'utiliser, même dans les petites structures. Hein. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a accompagné, par exemple, un artisan. Alors, comme ça peut paraître un peu bizarre. À la base, il était venu parce qu'il avait un problème sur son ordinateur. Il n'arrivait plus à le démarrer. Comme on fait partie du même réseau, voilà, il me connaissait. Et il s'est dit, ah bah Dapcity, ce sont des informaticiens. Voilà, il nous avait catalogué. Bon, ça nous a permis de voir son PC. On n'a rien pu faire. On n'a pas pu récupérer les données ni rien du tout. Par contre, on s'est aperçu d'une chose, c'est que pour lui, transformation numérique, c'était informatique.
Et il utilisait son ordinateur pour faire les factures, pour faire les devis, pour gérer ses projets. Il utilisait son ordinateur pour un peu tout. Il n'utilisait rien en ligne, faisait aucune sauvegarde, n'enregistrait pas les mots de passe. Bref, le jour où son ordinateur a planté, eh bien, il a planté son activité. Donc la première réflexion qu'il a eue, c'est le numérique, ça sert à rien. La deuxième réflexion qu'il a eue, c'est de se dire qu'à un moment donné, il aurait été bien peut-être de se préparer à un plan de continuité d'activité, même si c'était pas ce terme. Et donc, on a mis en place un modèle qui lui permettrait de conserver un maximum d'autonomie par rapport aux outils qu'il avait mis en place. C'est le plan de continuité d'activité. Alors, dans ce plan de continuité d'activité, il faut garder en tête qu'il y aura toujours un mode dégradé. On va voir un petit graphique qui sera plus mnémotechnique, puisque c'est pas un graphique très complexe, mais il y a toujours un mode dégradé. Il ne faut pas partir du principe que lorsque l'on veut gérer une situation de crise et la transformer en situation d'urgence, il n'y aura pas d'arrêt de l'activité, il n'y aura pas de mode dégradé, il n'y aura pas de reprise d'activité. Non, il y aura forcément tous ces modules, il y aura forcément toutes ces étapes dans un plan de continuité d'activité. On est obligé, hein, lorsqu'il y a une cyberattaque, on va être obligé à un moment donné d'arrêter l'activité, de réfléchir, de mettre en place le plan, si possible le plan qu'on a déjà réfléchi au préalable, de passer en mode dégradé et de faire une reprise d'activité juste derrière. Alors parlons de la reprise d'activité, souvent nommée PRA. Le plan de reprise d'activité est en fait, suivant la norme, la restauration des technologies. Il ne faut pas confondre le PCA, plan de continuité d'activité, qui est un petit peu tout l'ensemble. Donc si on imagine, on va se mettre dans le cas d'un incendie, eh bien tout ce qui va concerner la détection de l'incendie, la sensibilisation du personnel, le plan d'évacuation, les extincteurs automatisés ou les extincteurs manuels, etc. Ça, c'est du plan de continuité d'activité. Le PRA, c'est juste, voilà, une fois que le feu est éteint, comment on fait pour reprendre l'activité? Quelles sont les conditions de mode dégradé qui vont me permettre de reprendre une activité? Alors, le mode dégradé, c'est le PCA. Par contre, quelles sont les bonnes conditions de mode dégradé de manière à pouvoir reprendre et restaurer les technologies? Donc, par exemple, remonter le bâtiment s'il y a besoin de remonter un bâtiment, trouver un autre bâtiment en attendant, trouver le système de l'information qui va bien, qui va nous permettre de pouvoir continuer l'activité, etc. Alors, parlons des risques majeurs, parce que c'est là le cœur un petit peu du sujet. Ça, ce sont des risques majeurs qui sont recensés, alors pas directement dans la norme, mais en lien, en relation avec cette norme. Les risques climatiques, donc je ne vais pas vous faire tous les exemples, hein, mais vous aurez le replay et éventuellement pour ceux qui le veulent, je peux même fournir les slides, il n'y a pas de souci. Donc les risques climatiques, les risques humains involontaires ou volontaires, et ça c'est souvent un petit peu mis de côté, mais c'est un des risques principaux. Les risques environnementaux, les risques de défaillance d'infrastructures clés et non pas d'infrastructures informatiques. Donc là on est sur électricité, gaz, eau. Les risques liés au système d'information. Donc le système de l'information, ça comprend tout ce qui est informatique, mais aussi toutes les opérations de communication et de transformation de flux de l'information. Les cyberrisques, donc ça aujourd'hui on les connaît bien, hein. Alors petite parenthèse, euh, les cyberrisques aujourd'hui, les cybermenaces, cyberattaques, appelez ça comme vous voulez, hein, c'est hyper médiatisé. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas beaucoup plus d'attaques qu'il y a 2 ou 3 ans, et pas beaucoup plus d'attaques qu'il y a 10 ans. Sauf qu'il y a des process qui sont différents. Hein, on va parler du ransomware, par exemple, qui sont beaucoup plus contraignants. Forcément, il faut s'y préparer. Il n'y en a pas beaucoup plus qu'avant, il y a juste beaucoup plus d'opportunités. Voilà. Et ça, faut vraiment le garder à l'esprit. Euh, c'est un concept un peu différent dans le sens où on se dit, eh bien, il y a beaucoup plus d'attaques aujourd'hui, donc je vais faire attention à ne pas être attaqué. Et il y a beaucoup plus de risques aujourd'hui, donc en fait, je vais essayer à chaque fois que je mets en place un outil, à chaque fois que je communique, etc. Je vais essayer de faire attention. Voilà, c'est vraiment deux visions complètement différentes. Les risques systémiques. Alors ça, c'est très intéressant parce que ça arrive énormément. Ce risque systémique, c'est, voilà, comme c'est indiqué, tout ce qui est défaillance de fournisseurs ou de fournisseurs de fournisseurs.
etc. Et ça, c'est vraiment un point qu'on laisse souvent de côté. Souvent, aujourd'hui, quand on fait un PCA, PRA, on voit la cybersécurité, mais inclure dedans les risques et défaillances fournisseurs, ça peut vous permettre aussi de parer à des problématiques comme un data center à Strasbourg qui va cramer. Par exemple, les risques sociaux et politiques, ça arrive aussi, hein, on les a vus, on a vu ça les dernières années, et les risques pandémiques. Alors là, je vous laisse vous faire une idée de ce que ça pourrait être. Alors, ce qu'on peut faire, c'est soit on se base sur ces risques globaux, et on va essayer d'étudier ces risques globaux, soit alors on a un petit peu plus de temps, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Là, je conseille plutôt sur les grosses structures de prendre un peu plus de temps, et de définir plus précisément quels sont les risques. Là, vous avez quelques exemples, une dizaine d'exemples de risques, c'est-à-dire le bâtiment est impraticable. Qu'est-ce qui se passe? Quel est mon plan? Comment je fonctionne en mode dégradé, etc. Alors, bâtiment impraticable, télétravail pour des situations sanitaires, on est à peu près sur les mêmes plans. Et c'est ce qui est bien aussi dans le plan de continuité d'activité, c'est que une fois qu'on a créé nos fiches et que on a identifié des risques liés à ces fiches, eh bien, on s'aperçoit que le plan qu'on a prévu est valable pour plusieurs situations. Les conséquences, alors là, c'est pas les conséquences en fait, c'est pas de la sensibilisation que je vous fais, c'est les conséquences que vous devez prendre en compte obligatoirement sur chacune des fiches et pour chacun des risques. La première conséquence possible, c'est la perte financière. Et ça, faut la prendre en compte. Alors, je pense que pour tout le monde, ça paraît un petit peu logique, mais il faut la prendre en compte et surtout, vu que c'est financier, il faut la chiffrer. La perte d'image, ça, obligatoirement aussi, il faut la prendre en compte. Il faut se dire, voilà, il y a un risque de perte d'image. Quel est ce risque? Et quelles sont les conséquences directes sur le court, moyen et long terme. La perte de productivité liée à la désorganisation. Alors là, typiquement, lorsqu'on fait un plan de continuité d'activité et qu'on réfléchit à cette conséquence, eh bien, on peut prévoir une situation de crise sanitaire et se dire qu'à un moment donné, à cause de cette situation, on va avoir une perte de productivité liée à la désorganisation et on va prévoir un plan pour rentrer en mode dégradé, reprendre l'activité très rapidement. Aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est que beaucoup d'entreprises n'étaient pas prêtes à une telle situation. Il y en a eu qui étaient prêtes, mais la plupart des entreprises n'étaient pas prêtes. Et lorsqu'il a fallu passer en télétravail ou alors passer avec la moitié des effectifs parce qu'il y a eu beaucoup de personnes positives à un moment donné, eh bien, ça a tout désorganisé et c'était très compliqué de continuer à garder une bonne activité. Et il a fallu beaucoup plus de temps pour les entreprises pour se remettre en fait de cette perte d'activité. Et pour finir, il faut prendre en considération les pénalités contractuelles, donc par exemple un retard de paiement chez un fournisseur, ou les pénalités réglementaires. Et là, on va y revenir, mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous rentrez en situation de crise, il faut veiller à voir s'il n'y a pas, à un moment donné, une violation de données. On va parler par exemple de cyberattaque, c'est ce qui parlera à tout le monde. Lorsque vous avez un ransomware, eh bien, vous ne pouvez réaccéder à vos informations, à vos données, à votre activité que si vous payez une rançon. Donc, certes, c'est un gros problème. Il y a une perte financière, perte d'image, certainement, perte de productivité, ça c'est sûr. Mais il y a aussi, à un moment donné, un risque de pénalité réglementaire. Tout simplement parce que vous avez 72 heures pour notifier à la CNIL qu'il y a eu une violation de données. C'est une obligation légale. C'est pas une option, c'est une obligation légale. Et donc, il faut la prendre en considération. Alors, quel est le process? Alors, suivant la norme, le process est un petit peu plus lourd. Donc, en gris, je vous ai mis le process que nous, on utilise en interne chez LabCity pour être un petit peu plus, on va dire, efficace sur ce processus. La première chose, c'est créer ces fiches d'activité. Ensuite, une fois que les fiches d'activité sont créées, alors vous pouvez, pendant la création des fiches d'activité, faire des tests, des simulations en retirant un composant de chaque fiche pour voir si réellement le composant est essentiel à la fiche. Pardon. Et là, pour le PCA, on va retirer complètement une fiche. Voilà. Alors pareil, on simule. L'objectif, c'est pas de le faire en vrai pour voir ce qui va se passer. Mais on va simuler. On va retirer, par exemple, la fiche de gestion des bulletins de salaire.
pour les salariés, et on va voir combien de temps on peut tenir. Voilà. Alors, pour les bulletins de salaire, on pourrait se dire, en théorie, on va tenir un mois. Sauf que le problème, c'est que quand on voit la gestion de l'activité, quand on voit le temps qu'il faut pour gérer les bulletins de salaire, les dates de déclaration sociale nominative, etc., on s'aperçoit qu'en fait, on est plus proche des 15 jours. Donc, 15 jours calendaires. Et quand on va regarder un petit peu plus loin, on s'aperçoit que pour cette gestion des bulletins de salaire, eh bien, il va falloir avoir peut-être les temps de présence, etc., peut-être une pointeuse pour certains. Donc en fait, on s'aperçoit qu'on ne peut pas s'arrêter tant que ça. On va peut-être pouvoir s'arrêter 24 heures, 48 heures. Si on regarde la fiche et qu'on regarde les outils, les objectifs de cette fiche d'activité, on s'aperçoit qu'en fait, on ne peut pas s'arrêter tant que ça. Donc il va falloir prévoir un plan, peut-être revoir nos outils numériques pour ne pas avoir d'arrêt plus de 24-48 heures. Voilà, c'est un exemple. On pourrait prendre le marketing, on pourrait prendre la gestion client, mais ce seraient des exemples moins parlants parce que forcément, tout le monde a peur de retirer cette fiche gestion des clients ou facturation des clients. Donc tout le monde va dire, oui, bon, alors celle-là, on peut vraiment pas l'arrêter. Là, cette fiche-là, c'est une fiche, on pourrait croire qu'on peut l'arrêter facilement, et au final, en fait, on ne peut pas l'arrêter si facilement. Donc, il faut même prévoir un plan pour cette fiche. Donc voilà, on va définir les délais acceptables avant de reprendre cette activité. Et pendant ce délai acceptable, on va intégrer un mode dégradé. Donc, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir continuer cette activité en mode dégradé. Il va falloir voir quelles sont les ressources nécessaires aux activités prioritaires. En fait, ces ressources, ce sont des ressources matérielles, des ressources humaines, des ressources financières. Et on va voir ce qui est nécessaire pour chacune de ces activités prioritaires, qu'on ne peut pas arrêter, en fait, et agir, en fait, sur ces ressources. Il va falloir se dire, voilà, ces ressources qui sont essentielles à ces activités prioritaires, comment je fais pour les gérer de manière à ce qu'à un moment donné, je n'en manque pas. Et ça, c'est un gros point délicat, surtout au niveau des ressources humaines. Et c'est là où on s'aperçoit que les ressources humaines, c'est vraiment le point clé de toutes les activités, quelles qu'elles soient. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on pourra connaître le coût induit par l'arrêt d'une activité. Et c'est à ce moment-là qu'on pourra définir un budget. Aujourd'hui, moi, ce que je vois souvent, c'est que dans les entreprises qu'on accompagne, le budget est, on va dire, décidé par le prestataire. Le budget ne doit jamais être décidé par le prestataire. C'est comme quand on fait du développement numérique. Si vous arrivez dans une agence web et vous dites, voilà, je veux un site e-commerce pour développer mon activité, et qu'on vous dit, OK, un site e-commerce, c'est 15 000 euros, il ne faut pas faire ça. En fait, le budget, ça doit être celui, en fait, ce que ça va vous coûter si jamais vous avez le risque. Et encore, nous, on a une façon de calculer où on amoindrit un petit peu ce coût. C'est-à-dire que si vous êtes sur un coût, on va dire, de 10 000 euros, voilà, le risque va vous coûter 10 000 euros, eh bien, on va définir un budget bien plus bas, beaucoup plus bas. On le définit pas à l'aveugle, on a des process pour le définir. Eh bien, que ce soit le PCA, que ce soit le développement numérique, etc., c'est pas le prestataire en fait qui doit définir votre budget, c'est vous en fonction de votre activité et en fonction de votre capacité de gestion de la crise, en fonction du délai où vous pouvez vous arrêter, tant sur l'activité en tant que telle, c'est-à-dire que si vous avez une activité de service où vous devez être proche des clients, et imaginons que vous ayez une dizaine ou une quinzaine de clients par jour, forcément, vous n'allez pas pouvoir vous arrêter pendant 10 jours ouvrés. Hein, il va falloir s'arrêter vraiment le minimum de temps. Mais aussi sur les ressources financières. Et ça, c'est un point très, très important. Ce point-là, alors nous, on l'étudie beaucoup avec un partenaire qui est commissaire aux comptes, qui fait la gestion de crise financière, qui est spécialisé là-dedans. Et là, l'objectif, en fait, c'est de reconsidérer la trésorerie, non plus comme une ligne de conduite, mais plus comme un outil de travail pour développer votre entreprise d'une part, ça paraît logique, mais surtout gérer les situations de crise, gérer les situations, on va dire, qu'on avait appelé communément d'urgence, puisque on va définir un plan. Alors le process, une fois que vous êtes en pleine situation de crise, ça c'est relativement important. Là, on a établi des plans, on a établi un budget éventuellement qui vont nous permettre de parer à certaines situations.
Maintenant, une fois qu'on est dans cette situation de crise, une fois que on a arrêté l'activité et qu'on est en mode dégradé, il va y avoir plusieurs étapes. La première étape, c'est identifier les personnes qui sont concernées par l'activité, en interne, en externe, mais aussi liées au RGPD. Alors, en interne, ce sont tous vos collaborateurs qui vont être concernés par l'activité qui est en arrêt. En externe, ça va être tous vos sous-traitants qui sont concernés. Alors, soit les sous-traitants, fournisseurs, partenaires, peu importe, soit les sous-traitants qui agissent directement sur cette activité, soit les sous-traitants qui sont liés indirectement par cette activité. Et ensuite, toutes les personnes concernées par les traitements de données. Comme je vous ai dit, vous avez 72 heures pour faire la déclaration à la CNIL. 72 heures en pleine situation de crise, c'est trop court. J'ai accompagné plusieurs entreprises qui étaient en vraie situation de crise, qui n'avaient pas de PCA, pas de plan de continuité d'activité. Et en général, 72 heures, c'est très très compliqué pour faire une notification à la CNIL de violation de données. Il faut tenir un registre des événements et conserver des preuves. Alors, bon, en cas de cyberattaque, conserver des preuves, ça va vous permettre en fait de porter plainte ou au moins de notifier à la gendarmerie qu'il y a eu telle attaque. Ça va vous permettre aussi, suivant votre plan d'assurance, de pouvoir être couvert ou non par votre assurance. Il y a de plus en plus d'assurances qui couvrent les cyber-risques. Mais surtout, ça va vous permettre de vous préparer pour la prochaine fois. Oui, en vrai, il y a peu de chances que ça n'arrive qu'une fois. On peut se préparer. On peut mieux se préparer à une nouvelle crise et plus facilement se préparer à une nouvelle crise que de faire le nécessaire pour plus qu'il y ait qu'on entre dans cette situation. On prend l'exemple de la cyberattaque. Vous pourrez mettre en place tous les protocoles que vous voulez. Les cyberattaques existent et aujourd'hui elles sont quasi continues. Bon, elles l'ont toujours été plus ou moins, sauf qu'aujourd'hui il y a beaucoup plus de portes. Donc ensuite, vous allez déclarer l'événement à votre assurance si besoin, à la gendarmerie si besoin. Et surtout, n'oubliez pas la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, qui est, on va dire, le contrôleur principal pour le RGPD en France. Et vous avez 72 heures. Alors, c'est relativement simple de déclarer à la CNIL une violation de données. Par contre, ça peut vite prendre du temps si vous n'êtes pas prêt, sincèrement. Et ensuite, communiquer. Alors, communiquer en interne. Ça, on comprendra assez facilement l'utilité. Communiquer en externe obligatoirement. Ça peut, pour certains, ça peut vous desservir. En fait, ce qu'il faut, c'est marketer un petit peu. C'est un terme que j'utilise beaucoup quand j'accompagne des organismes. Marketer un petit peu cette communication, bien entendu. Dites pas, oui, on s'est fait attaquer, on a perdu toutes vos données sur Twitter. Non, on va éviter ça. On va plutôt parler de ce qu'on est en train de mettre en place, etc. pour contrer cette attaque, préciser qu'on est en mode dégradé, etc. C'est un petit peu ce qui s'est passé avec OVH à l'époque de l'incendie. Quand ils ont commencé à communiquer en externe, la première chose qu'ils ont fait, c'est d'indiquer l'incident et d'expliquer le pourquoi du comment. Enfin, en tout cas, ils ont tenté de le faire. L'objectif d'une bonne communication, en fait, c'est plutôt de préparer les personnes qui sont concernées par notre activité, de les préparer à gérer cette situation avec nous et surtout de se préparer à la suite. Voilà. Et ça, c'est très important en fait de préparer ce plan de communication. Il y a deux notions à garder lorsqu'on fait un plan de continuité d'activité, lorsqu'on veut gérer une situation de crise. C'est la notion de gravité. Un événement perturbateur non maîtrisable dans un délai défini comme grave. Ça, c'est la définition de cette notion de gravité suivant la norme ISO. C'est-à-dire que si vous avez une panne de courant qui dure 2 heures, ça ne rentre pas dans cette notion de gravité. Donc, ne préparez pas de plan de continuité d'activité pour ce genre d'incident. Un bug informatique, même s'il dure une demi-journée, vous n'avez pas à préparer un plan de continuité d'activité. Ce n'est pas une situation de crise. C'est une situation délicate, c'est une situation qui vous empêche peut-être de travailler, mais il ne faut pas le rentrer dans un plan de continuité d'activité. Et le mode dégradé, fonctionnement minimum pour préserver l'activité. Et ça aussi, c'est une notion à garder.
C'est-à-dire qu'il faut toujours prévoir un mode dégradé. Il serait absurde de se dire qu'on n'a pas besoin de mode dégradé. Il serait absurde aussi de se dire que c'est pas grave, avec le plan qu'on a, on peut reprendre tout de suite l'activité. C'est impossible. C'est impossible, il y a toujours en fait une faille dans le système qui vous permettra de ne pas reprendre l'activité automatiquement. On va prendre l'exemple, et on en parlait avec Jérôme il y a quelques jours de ça. L'exemple typique, c'est un switch virtuel qui va vous permettre de passer d'un serveur à un autre sur votre site e-commerce. Vous avez un site e-commerce qui est défaillant, vous ne savez pas pourquoi, et vous avez votre switch qui switch automatiquement sur un autre serveur. Vous avez une copie exacte à l'instant T, on va dire, quasi instantanée de votre site e-commerce. Le problème qui va se passer, c'est que comme vous n'avez pas préparé de plan réellement, comme vous n'avez pas étudié la problématique du premier incident, eh bien, vous risquez de reporter le même incident sur votre deuxième site. Donc, sur le papier, ça paraît très bien. Techniquement, c'est possible. Sauf que le jour où vous le faites, vous avez de fortes chances, en fait, d'avoir un incident sur vos deux serveurs. Le même incident. Si c'est une cyberattaque, vous pouvez être sûr qu'à un moment donné, si vous switchez de l'un à l'autre sans prévoir de vous poser autour d'une table, de réfléchir, de mettre en place le plan ou pas. Et ça, on va le voir dans un petit graphique juste après. On n'est pas obligé à chaque fois de mettre le plan de continuité d'activité en action. Et si vous n'êtes pas dans la capacité aussi d'avoir une vraie notion de quel est l'incident, qu'est-ce qui se passe, quel est le mode dégradé que l'on va observer, et du coup, en combien de temps on va pouvoir reprendre l'activité, n'enclenchez surtout rien. Jamais enclencher quelque chose si vous n'avez pas une idée bien précise de la situation. Et donc justement, c'est ce petit graphique. Alors, c'est un moyen mnémotechnique, hein, c'est pas un graphique hyper complexe. Vous avez un événement perturbateur, la première chose que vous devez faire, c'est une remontée d'alerte. C'est l'exemple d'un incendie, la première chose qui se passe, il y a un avertisseur sonore. Voilà. Il y a éventuellement un avertisseur lumineux aussi, suivant la situation. Mais la première chose, c'est on avertit, on communique en interne, tant que possible, et en externe aussi, si vous en avez la capacité. On analyse. Il faut analyser la situation. C'est-à-dire que si vous avez un plan de continuité d'activité que vous avez préparé et transformé vos situations de crise en situations d'urgence, la première chose que vous devez faire, c'est savoir si vous rentrez réellement dans les cases de ce que vous avez préparé. Si c'est à peu près, si c'est un peu flou, etc., que vous n'avez pas une vraie notion de l'incident, que ça ressemble à un plan que vous avez mis en place, etc., non. Si vous avez une incertitude sur est-ce que l'événement perturbateur colle réellement à ce que j'ai prévu? Si vous avez une incertitude, on est en situation de crise. Rentrez en situation de crise. Surtout, ne rentrez pas dans votre plan de continuité d'activité. C'est aujourd'hui là où on retrouve le plus d'erreurs, c'est-à-dire penser qu'on connaît la situation, se diriger droit dans le mur en se disant je connais la situation, j'ai déjà tout préparé, et là on fonce dans le mur parce qu'il y a quelques petits éléments qui sont légèrement différents et qui vont faire que en fait vous n'étiez pas si près que ça. L'exemple typique, on va reprendre cet exemple d'incendie. Si l'incendie se déclare dans une salle de machine, hein, salle de serveur ou quoi que ce soit, que vous savez exactement où est l'incendie, etc., vous avez un plan, il n'y a pas de problème, vous évacuez et vous faites ce qui est inscrit sur le plan. Imaginons que vous n'arriviez pas à localiser l'incendie. Donc a priori, c'est pas dans la salle de serveur parce qu'on n'arrive pas à le localiser, mais il y a un incendie. Avant d'évacuer, réfléchissez bien. Parce que si ça se trouve, l'incendie est devant la porte d'évacuation. Et ça, il faut vraiment avoir cette notion, bien analyser. Alors, en cas d'incendie, on a très peu de temps pour analyser les choses, mais l'objectif est surtout de comprendre le principe. Et le deuxième schéma, toujours pareil, un mnémotechnique, l'événement perturbateur va entraîner automatiquement une interruption de l'activité. Et ça, c'est essentiel de le comprendre. C'est essentiel aussi de le prévoir. On ne peut pas passer d'une situation normale à un événement perturbateur et à une situation normale. C'est impossible. Il va falloir analyser, il va falloir voir ce qu'on met en place pour déjà, on va dire, reprendre une activité normale. Ce qu'il faut savoir en fait, c'est que il y a toute la gestion des ressources matérielles, il y a la gestion du client, la gestion de votre trésorerie et tout ça, ça fait peur, mais il y a quelque chose en fait qui a beaucoup plus d'impact, c'est le stress et la pression sur vos ressources humaines.
Que ce soit vous, hein, si vous êtes indépendant, ou que ce soit tous vos collaborateurs, il va falloir pouvoir gérer ça. Ce mode interrupteur est très important pour tout le monde, pour toutes les ressources humaines, matérielles, etc. C'est à ce moment-là en fait qu'on active les solutions et moyens de secours. Une fois qu'on a analysé, qu'on a interrompu l'activité, on va activer les solutions. Ensuite, on va être en mode dégradé, et c'est ce mode dégradé qui va nous permettre de mettre en place le fameux PRA, le plan de reprise d'activité, qui nous permettra de retourner à une situation normale. Donc voilà, le PCA, le plan de continuité d'activité, l'objectif c'est toujours avoir un plan, hein, de transformer une situation de crise en situation d'urgence. L'objectif c'est vraiment de savoir quoi faire et comment le faire quand une situation de crise arrive. Donc, comment bien gérer une crise? Le mieux, c'est de se préparer. Les avantages d'un PCA, d'un plan de continuité d'activité, quand même, parce qu'il y a d'autres avantages que seulement gérer une situation de crise, c'est avoir une vision globale de l'activité de l'entreprise. Et ça peut vous servir notamment pour de la transformation numérique, mais chez certains des organismes que j'ai accompagnés, on s'en est même servi pour la gestion des ressources humaines. Alors comme ça peut paraître incohérent, mais lorsque vous avez des fiches d'activité bien définies et que vous avez une vision globale de l'activité de l'entreprise, eh bien créer des fiches de poste, former vos ressources humaines, les accompagner, c'est beaucoup plus simple. C'est aussi le PCA de l'assurance ou de la réassurance des collaborateurs, des partenaires, etc. Si vous rentrez un nouveau collaborateur, qu'il a peut-être déjà rencontré certaines situations de crise, en fait, eh bien là, vous pouvez le réassurer, le rassurer, le réassurer dans ce domaine. C'est de la communication et de la sensibilisation. Aujourd'hui, pensez que votre activité entrepreneuriale n'est liée qu'à votre produit et votre client, c'est une erreur. En fait, tout est lié à vos ressources matérielles, ressources humaines, et surtout à votre communication autour de ces ressources. Ça permet aussi de se réorganiser. Hein. Comme vous l'avez vu avec les fiches d'activité, souvent on va mettre des outils un peu partout. Je repense encore toujours aux commerciaux. Ça, c'est un problème qu'il y a dans à peu près toutes les entreprises avec de la duplication de données. Et à la fin, en termes d'organisation, eh bien, on va dire qu'on a un flux qui est un petit peu plus... voilà, c'est un peu comme une pelote de laine. Il va falloir démêler tout ça à chaque fois qu'il y a un collaborateur qui quitte l'entreprise ou un nouveau collaborateur qui arrive. Et ça peut permettre aussi de gérer certaines situations comme de la maintenance. Alors, imaginons vous avez un site internet avec beaucoup de trafic. Eh bien, un plan de continuité d'activité va pouvoir vous permettre aussi de se dire, est-ce qu'on ne peut pas utiliser le plan de continuité d'activité pour faire la maintenance du site, par exemple, un changement d'outil numérique, etc. Enfin, tout ça, on peut s'appuyer sur le plan de continuité d'activité. Je vous remercie. J'espère que j'ai été assez exhaustif, mais pas trop dans les détails pour éviter de vous noyer dans les détails. Je vais laisser Jérôme Louis vous présenter son témoignage, hein, puisqu'on a travaillé ensemble un petit peu sur ces différents sujets. Et notamment, le premier sujet sur lequel on a travaillé, c'est créer des registres de traitement RGPD, qui a donné naissance aux fiches d'activité et qui a donné naissance un petit peu à tout le reste derrière. Alors, Jérôme, si tu peux nous parler de ce que t'ont apporté les fiches d'activité. Absolument. Donc, bonjour à tous. Merci Alexandre. Alors, nous, notre objectif, c'était d'être axé sur la partie RGPD, parce qu'on avait un besoin on avait déjà travaillé un petit peu le sujet de façon autonome, mais on voulait avoir une vue extérieure et on voulait avoir quelqu'un qui puisse nous regarder avec une vue un peu 360 et puis vraiment regarder derrière avec suffisamment de recul. Bon, clairement, qu'est-ce que les fiches d'activité nous ont permis de vraiment valider, c'est d'avoir une vision vraiment ultra précise de l'entreprise et des différentes tâches et actions que chacun avait à faire. On avait une idée, on avait des choses qu'on avait écrites, mais on n'avait pas réussi à rentrer dans ce niveau de détail. Et donc, le fait d'avoir quelqu'un d'extérieur, on va dire qu'il nous a appuyé de temps en temps là où ça fait mal. Et c'est le but de la manœuvre, justement, pour vraiment s'assurer que on avait vraiment une vision complète de toutes les tâches et toutes les actions à faire.
Second point aussi, avec toutes ces fiches, et donc il y a vraiment 5 points qui ont été évoqués par Alexandre. Donc je vais un peu les reprendre parce qu'on a essayé d'axer ça pour vous montrer quelque chose de vraiment le plus précis possible. Derrière, ça nous a permis de réduire le nombre d'acteurs. C'est-à-dire qu'on a vu qu'il y avait des risques liés voilà, à des acteurs de ce qu'ils faisaient et autres. Alors, pour préciser un peu ce que fait Virtua, parce que j'aurais peut-être dû m'arrêter par là, nous, on est une structure, on est une société de services, on existe depuis 2010. On est une société aujourd'hui qui fait du conseil informatique et qui est prestataire. Et on a un point important, c'est qu'on est un hébergeur de systèmes d'information. C'est qu'on héberge des environnements pour le compte de nos clients. Ça va du site web jusqu'au système d'information complet. Donc, ça va du simple site à des choses beaucoup plus complexes en termes de système d'information. On a on va dire une particularité, c'est qu'on a monté en fait un data center en province, à Auxerre, dont on est propriétaire. Donc, nous, on a fait un choix, c'est d'avoir des éléments et des environnements hébergés sur Paris, dans des gros data centers qui se trouvent à Saint-Denis chez Equinix. Et on a fait le choix de construire un data center dans un bâtiment à Auxerre et d'en être propriétaire des murs et d'en avoir une gestion complète. Voilà, donc on est confronté à tout ce qui a été évoqué par Alexandre, c'est-à-dire que tout ce qui est tentative d'attaque, tout ce qui est PRA, tout ce qui est PCA, tout ce qui est RGPD, c'est des sujets qui, à la fois en interne pour nos usages et dans les interactions qu'on a avec nos clients, sont extrêmement importantes. Donc, ce qu'on était vraiment obligé de faire, ce qu'on a commencé à faire, parce qu'on l'a fait en interne avec nos compétences, mais probablement avec un axe beaucoup trop technique, plus que réfléchir à la partie, on va dire, humaine et des acteurs qu'il y avait à mettre en place. Ça nous a permis de vraiment valider quels étaient les acteurs, d'en limiter le nombre. Donc, quand on limite le nombre, ce n'est pas pour éliminer des gens, c'est pour éliminer de risques. Donc, on a réduit et amélioré dans la recherche en fait de résultats le risque et une meilleure maîtrise. Il y a aussi un sujet, c'est que quand vous avez quelqu'un qui voit votre société et que vous lui confiez, vous lui expliquez un peu tout ce que vous faites, vous découvrez des risques majeurs qu'on a sous-estimés. C'est-à-dire qu'il y a des gens, on pensait dans l'organigramme qu'ils avaient une importance moindre. Ça ne les dévalorise pas, c'est qu'on pensait qu'eux. Et en fait, on s'est rendu compte que, il l'a évoqué dans un de ses exemples, mais nous, on a été confrontés au cas aussi, c'est qu'on avait des personnes clés et que ces personnes clés, alors qu'on pensait qu'elles étaient un peu moins clés que ça, pouvaient vraiment provoquer des choses importantes en cas de risque. Et donc, voilà, ça nous a ouvert les yeux sur le fait que, dans un data center, juste pour un peu évoquer là du côté technique, on double tout. C'est-à-dire tout, l'objectif, c'est on va double alimenter, on va double inducter, on va toujours être dans la notion de doubler les choses. Et ben, dans le facteur humain, on se rend compte à quel point, après avoir travaillé sur tous ces aspects, aussi, il faut regarder comment on va former, doubler les gens, s'assurer que on ne va pas avoir qu'une seule personne qui va être capable d'activer certaines choses ou tout du moins d'en avoir la maîtrise. Il a évoqué donc dans son déroulé toute la partie budget. Donc nous, on a été aussi amenés à travailler sur ce sujet. Déjà de vraiment valider toutes les enveloppes budgétaires qu'on avait à valider pour activer tous nos PCA, PRA qu'on avait à organiser. Et donc, ça nous a permis clairement de valider que les offres qu'on proposait à nos clients étaient en adéquation par rapport aux coûts éventuels qu'on avait à mettre en œuvre et qu'on avait une cohérence complète dans nos offres et qu'elles étaient parfaitement structurées pour les proposer à nos clients. Donc, c'est clairement notre cœur de métier, c'est de proposer ce genre de solution. Donc, c'est d'être capable de s'assurer que le système d'information va avoir une continuité, va continuer à fonctionner, qu'on va pouvoir proposer des PCA et des PRA qui sont fonctionnels, qu'on va vraiment maintenir en condition opérationnelle les systèmes d'information de nos clients et que voilà, tout ce qui va être mis en place va fonctionner. Donc, on a
on a vraiment, grâce à cette structuration et grâce à cette normalisation qui nous faisait aussi peur, un peu tout ce qui est ISO ou autre, ça va être très lourd. On est une PME aujourd'hui de 10 personnes, donc on n'est pas une grosse structure. Mais en fait, c'est extrêmement structurant et ça permet complètement de valider tout son processus en appuyant au bon endroit pour se poser les bonnes questions. Donc, voilà, c'est vraiment un process qui est très intéressant à faire. Et il est intéressant de le travailler en interne et de le travailler ensuite, de le confronter à quelqu'un d'extérieur, parce que ça donne vraiment une vue complète de, de sa structure et de sa société. Voilà, je pense que j'ai un peu déroulé l'ensemble. Éventuellement, Alexandre, si tu vois d'autres choses qu'il faudrait que j'évoque. Et puis, si l'ensemble des interlocuteurs qui sont en ligne ont des questions, je suis à votre disposition. Merci Jérôme. Non, je vois pas, pour ma part, je vois pas de choses en plus à ajouter. Je sais pas si il y a des questions. Si vous voulez plus de détails sur un point en particulier ou des questions complètement différentes, si ça vous a fait penser à d'autres choses. On vous entend pas, Anne-Sophie. N'hésitez pas à poser directement vos questions dans le chat. Je vois qu'il y en a une qui arrive. Je vais la lire en direct. Alors, comme précisé dans votre présentation, un risque majeur commun est qu'une tâche ne puisse être faite que par une seule personne. La polyvalence et la formation des collaborateurs sont essentielles dans la gestion de l'entreprise. Le PCA est effectivement très imbriqué au niveau RH, sans tomber dans l'excès inverse de trop multiplier les interventions. Bon, je vois que c'est plus une remarque qu'une question, je vous laisse réagir. Alors, moi j'ai tendance à dire, alors bon, c'est un sujet, hein, ça, les ressources humaines au niveau du plan de continuité d'activité, au niveau de la gestion globale des fiches d'activité. Alors comme je vous disais, nous, on fait pas des fiches d'activité juste pour le PCA, juste pour le RGPD. On les fait pour le développement de l'entreprise, développement numérique. On les fait aussi pour la gestion des ressources humaines de manière globale et notamment les fiches de poste. Donc, on les fait pour beaucoup de choses. Alors, c'est surtout ce qui est entre parenthèses, moi, qui m'interpelle, sans tomber dans l'excès inverse de trop multiplier les interventions. Alors, l'objectif, en fait, c'est d'organiser autour des ressources humaines. C'est pas de multiplier, pas forcément non plus. Alors, Jérôme parlait de doubler. On est d'accord que c'est un terme qui peut faire peur. On va pas doubler chaque ressource humaine, mais l'objectif, en fait, c'est que chaque opération, chaque objectif de chaque activité puisse être fait par, on va dire, minimum 2 intervenants, mais surtout que ces intervenants n'interviennent pas sur toutes les fiches d'activité. Alors, c'est de l'organisation, c'est réellement de l'organisation. Comment, quel exemple concret j'aurais pour imager un petit peu ce qui est le propos, que je comprends tout à fait. J'ai pas d'exemple comme ça qui me viennent en tête. Je sais que c'est un gros sujet sur lequel on travaille régulièrement, ça. Le fait de pas pouvoir, alors le plus gros sujet en général, c'est que dans les petites structures, on s'aperçoit que tout tourne autour de la direction. Et souvent, il y a un PDG ou un directeur ou un gérant, peu importe, et tout passe par lui. Et ça, c'est une grosse problématique. En général, je suis pas très apprécié des gérants et des PDG parce que je leur dis, voilà, sur cette fiche d'activité, vous vous mettez en retrait. L'objectif, c'est peut-être que vous sachiez comment votre entreprise fonctionne, mais que vous ne puissiez pas agir tant qu'il n'est pas nécessaire que vous agissiez. Ça image plus ou moins le propos, c'est-à-dire qu'il faut avoir des personnes qui sont en retrait, qui savent comment ça fonctionne. Alors là, on parle de polyvalence et de formation des collaborateurs. Moi, je dirais plutôt de partage et de communication. Voilà, parce que des fois, on peut ne pas être formé à une tâche, mais être dans la capacité, via une certaine communication, de soit de passer le relais, soit de prendre le relais. Voilà. Je sais Donc, pas si... nous avons reçu une nouvelle question, alors 2 questions. La pandémie du Covid a certainement sensibilisé les directions des entreprises à cette situation de crise.
combien d'entreprises ont déjà fait et ou initié leur PCA et quels sont les problèmes majeurs qu'elles ont rencontrés? Alors, chez Dapcity, combien il y en a qui ont mis en place? Parce que voilà, j'ai pas de chiffres, de chiffres globaux en France, hein. Je sais pas combien d'entreprises réellement ont mis en place un plan de continuité d'activité. C'est un sujet assez délicat, le plan de continuité d'activité, parce que on sous-entend, en se préparant comme ça, on sous-entend que déjà on est en train de débloquer une partie du budget qui est lié à cette situation de crise, c'est-à-dire que c'est comme dépenser de l'argent avant d'avoir besoin de le dépenser. Donc ça, c'est un sujet un peu délicat. Et deuxièmement, en préparant une situation de crise, eh bien, certains ont peur de faire l'effet inverse de la sensibilisation. C'est-à-dire que des fois, et puis ça c'est typiquement français, hein, parce que je travaille avec des confrères qui sont dans d'autres pays, notamment au Brésil, hein, ils associent beaucoup le PCA au LGPD, puisque c'est une loi, hein, le RGPD, mais c'est une copie conforme du RGPD. Mais je travaille avec des confrères donc là-bas. Ils ont une vision un peu différente, mais en France, on a vraiment cette vision de vaut mieux ne pas en parler, vaut mieux se cacher un petit peu, faire l'autruche et dire bon bah si ça peut me passer à côté, c'est pas plus mal. Donc ça c'est un sujet quand même assez conflictuel, j'irais même presque en interne dans les entreprises en général. Et tous les organismes qu'on a accompagnés qui ont fait un PCA, qui ont mis en place un PCA, de base ne venaient pas pour ça. Pour être tout à fait franc, ils venaient pour de la transformation numérique, pour du RGPD éventuellement, parce que c'est une obligation légale et on devrait tous normalement avoir un registre d'activité de traitement. Donc ils venaient pour ce genre de conseils, d'accompagnement, mais pas pour un PCA. Le PCA est venu naturellement parce qu'ils se sont aperçus, voilà, avec la sensibilisation que j'ai fait en interne, ils se sont aperçus que c'était réellement important de préparer des situations de crise. Donc, en réalité, j'ai envie de dire, je crois qu'il y a eu un organisme qui est venu spécifiquement me demander un PCA pour la gestion de crise. Autrement, tous les autres organismes m'ont demandé en fait de poursuivre mon conseil et mon accompagnement pour le PCA. Mais personne n'est venu pour ça. Et ça, c'est de mon point de vue assez critique. Alors moi, si je peux me permettre, je lève le doigt un peu comme un bon élève. Je peux donner aussi quelques exemples étant confronté à des structures qui ont été impactées par les histoires, comme tous on l'a vécu du Covid. Moi, un exemple que je peux donner, c'est un de mes clients qui n'avait pas du tout préparé le côté télétravail. Donc aujourd'hui, là, on va parler technique, mais comment les collaborateurs pouvaient accéder à son système d'information à distance, comment l'organiser, comment ne serait-ce qu'avoir des PC. Donc ça a été un sujet qu'on a probablement tous un petit peu entendu parler, c'est qu'on a vraiment été confronté à des structures ou à des sociétés qui n'ont pas du tout vu le sujet venir. Donc clairement, ça les a énormément sensibilisés au sujet, sur le fait qu'il fallait préparer ce genre de processus et les organiser. Donc le Covid est un démultiplicateur en fait de ce genre de questionnement, parce que déjà on n'y croyait pas tous, hein. Enfin, je pense que quand on se rend compte qu'il y a 2 ans, on nous disait vous n'auriez plus le droit de sortir chez vous, j'aurais bien voulu savoir qui était prêt à parier là-dessus. Voilà, on était quand même un peu tous très surpris. On a vu que les entreprises, on a quand même réussi à travailler ou à s'organiser, mais on s'est quand même rendu compte qu'il y avait beaucoup d'impréparation à ce genre de faits majeurs qui ne sont pas des faits techniques. Donc, dans notre cas, c'est-à-dire que ce n'était pas des choses qui avaient été détruites ou des choses qui avaient été attaquées par un ransomware. C'était vraiment quelque chose de complètement nouveau sur lequel, en termes d'organisation d'entreprise, il fallait préparer des choses. Donc, voilà, dans l'exemple que moi je peux donner, c'est que cette entreprise s'est retrouvée du jour au lendemain à dire faut qu'on commande des PC portables. C'est tout bête, mais comment on fait pour donner un outil aux collaborateurs pour qu'ils puissent travailler de chez lui avec un accès distant? Et les choses n'avaient pas été préparées. Donc, derrière, ça les a forcés à se dire maintenant, on va se poser les bonnes questions et à regarder justement quelle organisation on va mettre en place. Voilà, c'était ma petite aparté
d'un exemple concret. Merci. Alors, nous avons deux autres questions qui sont Oui. très complémentaires. Pour une entreprise suivant correctement la version 2015 d'ISO 9001, qu'apporte en plus la norme 22301? Alors, la norme 22301 ou la 22300 sont liées uniquement sur le management de la continuité d'activité et le bilan d'impact sur l'activité. C'est-à-dire que l'ISO 9001 a un autre objectif en soi. La 22301, qui est réellement liée, par exemple, au management de la continuité d'activité, l'objectif est réellement, en fait, de parer à des situations de crise. L'ISO 9001 intègre des notions, mais c'est pas son objectif principal. Voilà. Donc ça permet, on va dire, de poser, je sais pas comment le définir de manière simple, sans rentrer dans les détails techniques. C'est un peu les mêmes notions que ces fiches d'activité qui, à la base, sont un outil utilisé et recommandé pour le RGPD, qui peuvent être détournés. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on détourne un outil qu'on va être aussi précis qu'avec l'outil initial. Si on fait, voilà, faites des fiches de poste pour vos salariés, vous avez des exemples de fiches d'activité. Mais par contre, vous ne pourrez pas faire du RGPD avec. Vous ne serez pas assez précis et vous n'allez pas pouvoir en fait définir exactement les activités de traitement que vous avez grâce à des fiches de poste. À l'inverse, une fois que vous avez défini vos fiches d'activité, vous pouvez en créer facilement des fiches de poste. Et là, c'est un petit peu l'exemple. C'est-à-dire que si vous voulez réellement manager votre continuité d'activité, c'est vraiment la 22301 qu'il va falloir suivre. Alors, attention quand même, parce que si vous n'êtes pas une grosse structure avec un service qualité composé de plusieurs personnes, évitez quand même d'aller dans de telles normes. Alors c'est un conseil, hein, plus qu'autre chose, hein, vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci, mais c'est très procédurier, c'est très procédurier. Donc autant l'ISO 9001 est relativement, en fait, elle englobe l'activité de manière générale. Là, on est sur quelque chose des procédures hyper strictes sur le management de la continuité d'activité, avec des méthodes de sensibilisation très procédurières, etc. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu assez précisément à la question. Oui, il y avait la deuxième question très complémentaire. La définition des processus dans le PCA est-elle proche de celle de l'ISO 9001? Proche, oui. Voilà. En effet, c'est assez proche. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quelles que soient les normes que vous allez utiliser, les outils sont toujours les mêmes. À partir du moment où ils concernent le management, à partir du moment où ils concernent l'organisation de l'activité, etc., on va retomber sur les mêmes outils. D'où le fait que je vous disais, par exemple, le premier outil que je vous ai proposé, ce sont les fiches d'activité. En réalité, ces fiches d'activité sont utilisables pour énormément de normes, énormément de développement. Voilà, comme je vous disais, nous, on est plus ou moins spécialisé dans les fiches d'activité, on fait de la gestion de données. Donc, la première chose qu'on va essayer de faire en faisant de la gestion de données, alors on fait du développement numérique et de la gestion de deux univers un petit peu différents. Mais il faut faire de la gestion de données, gestion de l'information. Il va falloir cartographier l'activité de l'entreprise, cartographier les outils, les ressources, etc. Et là, on utilise les fiches d'activité. Donc, les fiches d'activité sont utilisées pour le RGPD, les mêmes fiches pour le PCA, les mêmes fiches pour le développement numérique et les mêmes fiches pour la gestion des ressources humaines. Et c'est un seul et unique outil qu'on retrouve dans beaucoup de normes, beaucoup de règlements. Merci pour cette réponse. Alors, je vois qu'on n'a pas d'autres questions. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter. Non, je n'ai pas grand-chose, si ce n'est que je pense qu'il est important, déjà en interne, d'essayer de créer ces fiches d'activité. Alors, ce qui est bon à savoir, j'ai du mal, excusez-moi, je manque de café, c'est pour ça. Ce qui est bon à savoir, c'est que la CNIL et la BPI ont mis en place des fiches d'activité vierges, RGPD,
En les détournant un petit peu, vous avez déjà une base d'outils que vous pouvez mettre en place chez vous assez rapidement. En général, pour une structure, je dirais qu'entre 5 et 10 salariés, il va falloir 2 heures pour 2 heures de réunion. Si vous êtes, on va dire, relativement efficace pour mettre en place toutes les fiches d'activité. Ça ne veut pas dire forcément que vous serez hyper conforme au RGPD, mais au moins ces fiches d'activité vont vous permettre d'avoir le premier outil pour visualiser de manière globale et assez précise tout de même votre activité. Et ça, c'est assez important. N'hésitez pas à m'envoyer un mail. Je peux vous fournir les slides pour que vous ayez on va dire un support. Et je peux même vous envoyer les exemples de fiches d'activité que nous, on met en place, les listes d'activités de traitement, etc. Alors, on les utilise pour le RGPD, hein, surtout, mais c'est vraiment c'est aussi l'outil qu'on utilise pour tout ce qui est PCA, développement numérique. Hein. Donc, ça, je peux vous les envoyer et puis on peut regarder ça ensemble éventuellement, il y a pas de souci. Mais faites au moins ce petit effort de commencer à mettre en place des choses et de vous apercevoir un petit peu que vous faites certainement dans votre entreprise bien plus de choses que ce que vous pensez. Et comme le disait aussi Jérôme, enfin il rebondissait sur ce que je disais, il y a certainement des ressources humaines chez vous, des outils, même des ressources matérielles ou quoi que ce soit, qui ont bien plus d'importance que ce que vous imaginez. Voilà. Donc je pense que faites cet exercice. Voilà. Et si vous pouvez même aller plus loin et simuler de supprimer une fiche d'activité ou un composant d'une fiche d'activité juste pour voir un petit peu comment ça fonctionnerait, c'est un exercice assez intéressant à faire. Voilà. Très bien. Bon, bah, merci beaucoup. Donc, ce sera les mots de la conclusion. Merci. Alors, merci à tous les deux pour votre intervention, pour vos conseils et vos présentations très enrichissantes. Donc, je remercie à nouveau aussi notre partenaire, la Caisse d'épargne, sur ce cycle de masterclass de l'entrepreneuriat. Et donc, je vous dis à bientôt pour de nouveaux événements organisés par l'Usinerie Partners. Et en attendant, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, donc Twitter, LinkedIn, ou encore la chaîne YouTube sur laquelle sera disponible assez rapidement ce replay. Vous pouvez aussi vous inscrire à nos newsletters directement depuis notre site internet. Voilà, donc merci à tous de vous être connectés. Merci à tous. Oui. Merci. Et merci à nos deux intervenants. Voilà, très bonne journée. Bonne journée à tous. Bonne journée à tous.